Donc, bonjour tout le monde. Je vous rappelle, hein, ceux qui se joignent à nous pour écouter, il y en a plein là, qui sont entrés dans le groupe pour écouter ces mini-capsules web-là sur comprendre le TDAH au-delà du diagnostic. Aujourd'hui, on est rendu à notre première partie. On a fait l'introduction la semaine dernière, l'introduction qui est disponible déjà sur la chaîne YouTube, qui peut déjà se partager à l'extérieur du groupe. Si jamais vous voulez faire découvrir les mini-capsules à des amis, des collègues, d'autres parents ou dans vos réseaux, vous pouvez leur envoyer la capsule d'introduction et les inviter aussi à rejoindre le groupe pour pouvoir avoir la chance d'écouter en live, de poser vos questions également dans le groupe. Alors aujourd'hui, comme je disais, on est rendu à la partie 1. La partie 1, où est-ce qu'on va discuter plus au niveau du motif de consultation, c'est-à-dire quand on commence à faire la demande auprès d'un professionnel où on se questionne, est-ce que je devrais faire évaluer mon enfant? C'est quoi les questions souvent que je pose aux parents ou qu'on devrait se poser nous-mêmes? On va discuter de ça aujourd'hui, hein, du motif, des attentes, du pourquoi je devrais faire évaluer et un peu à quoi s'attendre là-dedans aussi. Puis on va aller creuser, vous allez voir dans les autres capsules, on va creuser la question aussi de plus en plus. Ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois qu'ils viennent sur le groupe, mon nom est Kayla Rodrigue, je suis docteure en neuropsychologie pédiatrique. Moi, j'ai une approche holistique, c'est-à-dire qui prend l'ensemble, la globalité de l'être humain pour bien comprendre ses difficultés, donc au-delà du comportement, au-delà du diagnostic. Et je suis spécialisée en développement de l'enfant et en parentalité consciente également. Donc, allô Suzanne, allô Émilie, merci d'être là. Allô Alexandra. Donc aujourd'hui, comme je disais, on part la rencontre en parlant du motif de consultation. C'est quoi un motif de consultation? C'est souvent la demande des parents ou la demande des enseignants. Comme je disais, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans là, en milieu scolaire, 8 ans comme psychologue scolaire, donc étant dans une école, dans plusieurs écoles fixes, mais maintenant aussi comme consultant. Et autant en bureau privé qu'en milieu scolaire, la demande d'évaluation du TDAH, c'est vraiment le premier motif de consultation qu'on reçoit. C'est-à-dire de se questionner, est-ce que mon enfant, là, souvent les enseignants, les parents perçoivent des difficultés au niveau de l'attention, au niveau de l'agitation, au niveau de l'impulsivité et se questionnent, est-ce que l'enfant a des difficultés d'attention? Souvent, ou est-ce que l'enfant a des fois, c'est nommé clairement. Là. Allez donc faire vérifier si votre enfant a un TDAH ou le parent me le nomme clairement aussi. Donc, il y a souvent cette question-là sous-jacente. Je ne sais pas si vous, hein, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire, ceux qui écoutent, qu'est-ce qui a fait déclencher votre appel au psychologue, au neuropsychologue? Est-ce que c'est plus à la demande de l'école? Est-ce que c'est plus par vos observations à vous? Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a déclenché un processus d'évaluation ou de demande d'évaluation. Vous pouvez m'écrire ça en commentaire parce que je vois les deux. Des fois, c'est le parent qui vient par lui-même, des fois même sans le dire à l'école parce qu'il veut vraiment faire le processus par lui-même avant que l'école soit au courant. Et je dirais souvent, c'est soit conjointement avec l'école, en discutant avec l'enseignante, ou parfois même à la demande de l'école. Donc, je serais curieuse de savoir pour vous, là, en commentaire, c'est quoi votre... ou est-ce que vous êtes juste en questionnement encore, là? C'est sans vraiment demande directe. Allô Isabelle, merci d'être là. Et n'hésitez pas justement ceux qui sont présents, j'en profite pour le dire, là, ceux qui sont présents en live, profitez-en pour poser des questions, mais ceux qui écoutent en différé, vous pouvez toujours écrire le chiffre 2 ou le mot replay ou en différé et me poser votre question. Comme ça, je vais savoir que je n'y ai pas déjà répondu et je vais pouvoir aller interagir avec vous. Donc, Caroline, elle dit que c'est l'école qui a fait la demande. Effectivement, comme Caroline, moi, plusieurs, même si je vois les deux, là, mais plusieurs, c'est des demandes qui viennent de l'école. Hein, comme l'enfant est souvent là toute la journée, l'enseignante fait beaucoup d'observations, souvent ça vient. Et ce n'est pas les mêmes réalités non plus, école-maison. Donc, ça, c'est le motif de consultation. Mais après, moi, la première chose que je dis aux parents, c'est
j'essaie parce que je n'ai pas la même approche que la plupart de mes collègues neuropsychologues, donc ça diffère un peu, puis c'est ça que vous allez découvrir en écoutant la mini-série, hein, les capsules web. Et c'est une des premières choses que je dis aux parents quand ils m'appellent. Donc, quand on vient me voir, l'objectif n'est pas d'aller trouver un diagnostic, même si c'est possible, même si je suis capable de le faire, même si j'ai travaillé dans cette façon-là de faire médical qu'on va voir aujourd'hui pendant plusieurs années. Aujourd'hui, mon objectif n'est pas nécessairement d'arriver au diagnostic, même si on le peut, puis on va voir pourquoi. Mais mon objectif est d'aller comprendre d'où viennent ces difficultés-là, ces comportements-là, ces réactions-là. C'est quoi la source des difficultés? Quels sont les blocages ou les déséquilibres qui viennent créer ça? Donc, l'objectif est, oui, va être de comprendre, mais aussi de savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Mais pas dans, vous allez voir la distinction. Il y en a qui vont me dire, oui, ben les autres aussi, c'est ça, ils veulent comprendre et savoir quoi faire, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait au même niveau parfois. Martine qui dit, depuis la première année, je dis à l'école que mon fils a des difficultés. On me répondait toujours, oui, c'est difficile, mais pas assez. Et là, on est en 4e année et sa prof nous a suggéré d'aller consulter. Effectivement, comme Martine, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, que c'est le parent qui a un feeling, qui ressent que son fils, mais là, l'école attend. Donc, ça nous fait voir aussi qu'on est le parent de l'enfant, on est la solution pour l'enfant. C'est nous qui connaissons le mieux notre enfant également et qu'il faut se faire confiance par rapport à ça. Ne pas nécessairement attendre qu'une autorité extérieure, que quelqu'un de l'extérieur qu'on sent, là, qui peut-être qui sait plus que nous dise quoi faire. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi dans mes programmes d'accompagnement parental quand je parle de parents conscients, de retrouver son pouvoir parental. Parce que, là, comme Martine, j'imagine que tu as été très frustrée hein, en 4e année. Bien, c'est ça, tu sais, ça fait 3 ans, je vous le dis. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Effectivement, ça peut être très frustrant. Donc, j'aimerais ça, là, quand je parle là, de comprendre en dessous la source, là, au-delà du comportement, là, je vais faire référence à mon modèle des 3 cerveaux. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. On a déjà fait des webinaires avec ma collègue Janie. Peut-être qu'il y en a que ça va être nouveau. Mais aujourd'hui, le but de la mini-capsule, ça va être de vous présenter brièvement ce modèle des 3 cerveaux-là pour comprendre que on ne va pas rester dans la pointe de l'iceberg au niveau du comportement, au niveau des diagnostics. On va aller creuser plus loin et c'est ça l'approche holistique globale que je vous parle que j'ai. Et ça, c'est quand même une approche, je dirais, assez unique là, en termes, il y en a peut-être d'autres, psychologues, neuropsychologues, mais j'en connais pas beaucoup là, qui font cette approche-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que je ne travaille pas nécessairement de la même façon, je travaille plus global, plus poussé à la source. Mais juste avant de vous présenter ce modèle des 3 cerveaux-là, j'aimerais ça qu'on discute un peu, parce que c'est ce que je fais avec mes clients, souvent des attentes par rapport à l'évaluation, par rapport au diagnostic. Souvent, la question que je pose aux parents, c'est OK, parfait. Mettons qu'on se lance dans un processus d'évaluation ou de diagnostic. Quelles sont vos attentes? Hein? Qu'est-ce que vous aimeriez qui ressorte de là? Mettons qu'on va parler du diagnostic, parce que souvent, les gens, c'est plus, ils arrivent, j'aimerais ça savoir s'il y a un TDAH. Donc, ils ont le focus diagnostic déjà à la base. C'est ça qu'on se fait dire, là. C'est, il l'a-tu ou il ne l'a pas? On veut savoir, on veut savoir. Donc, ce n'est pas tant l'évaluation, parce que vous allez voir, moi, je fais une distinction entre évaluation et diagnostic. On va approfondir un peu plus ça à notre prochaine rencontre, la semaine prochaine. Mais souvent, les gens ont en tête diagnostic. Donc, moi, je cherche à savoir, parfait, OK, mettons que je vous dis à la fin du processus que oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Comment ça va vous faire réagir? C'est quoi vos attentes? Hein? Pour être satisfait, là, pour dire ah, je suis contente de ma démarche. Okay. C'est quoi les attentes? Là, je vais vous donner des exemples que les gens me donnent, mais je serais curieuse de vous lire aussi. Qu'est-ce que vous recherchez? Ou qu'est-ce que vous avez recherché là, si votre enfant est déjà diagnostiqué ou si vous êtes en processus d'évaluation? C'est quoi vos attentes? Quelles sont
je cherche un autre mot que le mot attente, là, mais suite au diagnostic, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, qu'il se produise comme pour vous, pour votre enfant, pour votre réalité? C'est ça que j'aimerais savoir. Donc, écrivez-moi ça en commentaire. Puis en attendant, je vais vous dire, moi, ce que je reçois aussi comme commentaire en bureau par rapport à ça. Donc, souvent, une des premières demandes, je veux mieux le comprendre. J'aimerais ça comprendre mon enfant. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi c'est difficile pour lui? Donc, ça, c'est une des premières que je reçois. Et là, on va voir à travers les mini-capsules que malheureusement, le diagnostic, temporairement à court terme, vient peut-être amener un soulagement à ce niveau-là de comprendre parce que le cerveau n'aime pas. Le cerveau n'aime pas être dans le flou. Il cherche un sens. Donc, peu importe ce qu'on va y dire, ça va mettre un mot sur quelque chose, il va y avoir un soulagement. Donc, quand on appose un diagnostic, il y a un soulagement à court terme. Ah, OK, c'est pour ça. Je comprends maintenant. Mais après quelques temps, est-ce qu'on comprend vraiment? Mais pourquoi mon enfant a ce diagnostic-là? Au-delà de l'aspect génétique, puis on va y revenir, là, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que je peux faire? Le diagnostic ne répond pas à toutes ces questions-là, malheureusement. Donc, Martine qui dit avoir un service de l'aide matérielle pédagogique, savoir comment m'adapter afin de l'aider dans son apprentissage. Effectivement. Mais moi, puis c'est l'autre raison que je voulais amener. Souvent, les gens me disent, ben moi, j'aimerais ça que mon enfant reçoive de l'aide. C'est pour ça que je veux un diagnostic. Je veux qu'il reçoive de l'aide. Et là, je vous dirais que c'est un de mes chevals de bataille dans le sens que l'enfant n'a pas besoin de diagnostic, à la limite, n'aurait même pas besoin d'évaluation pour recevoir de l'aide à l'école. Et ça, c'est très clair au niveau des lois, au niveau du ministère. Un enfant au niveau primaire et secondaire, j'apporte un bémol parce qu'au niveau du cégep, c'est différent. Au niveau primaire, secondaire, un enfant n'a pas besoin de diagnostic pour avoir un plan d'intervention avec des adaptations et des moyens de flexibilité et des moyens d'adaptation. Donc, ce qu'il y a de besoin, c'est d'avoir une équipe école qui est à l'écoute du besoin de l'enfant. Tu as de la misère à écrire, tu as de la misère à décoder, tu as de la misère à comprendre, tu as de la misère avec ta mémoire, avec des observations que de bons professionnels à l'école sont capables de faire. Hein? L'enseignante, l'orthopédagogue, les observations par l'ATS, souvent, on est capable d'aller chercher beaucoup d'informations et déjà, on est capable de mettre en place beaucoup de choses. C'est pour ça que je refais un lien avec mon introduction quand je disais sont où nos gros rapports, sont où nos grosses recommandations. Mais souvent, on ne voit pas tant de différence parce que l'équipe école avait déjà été proactive ou pas, là, ça dépend des écoles, et il avait déjà mis en place des choses. Donc là, le rapport, il se rend compte de oui, ben, tu sais, ça ne change pas grand-chose. On fait déjà ça, ou non, on ne fait pas exactement ça, mais on n'est pas rendu là, dans nos étapes de mise en place d'aide, donc peut-être plus tard. Mais ils n'ont pas. Souvent, ce qui arrive, puis ce que j'entends, c'est que l'école a besoin de se faire valider. On est-tu correct? On fait-tu la bonne affaire? Donc là, ça part d'un manque de confiance. Mais tu sais, oui, on vient valider avec un diagnostic, mais bon, on aurait pu mettre des choses en place sans avoir, parce que c'est coûteux, là, faire une évaluation, un diagnostic, c'est long parfois, ça prend du temps. Mais donc, et là, je vais mettre un bémol dans le sens que, oui, je dis que l'école peut mettre en place des choses sans diagnostic, mais il arrive parfois que certains diagnostics vont être associés avec une cote de validation qui donne de l'argent, une enveloppe budgétaire à l'école et qui permet d'offrir des ressources supplémentaires à l'enfant qui a le diagnostic. Sauf que ça, c'est vraiment certains diagnostics dont le TDAH ne fait pas partie, dont les troubles d'apprentissage ne font pas partie, ce qui est souvent les diagnostics les plus demandés, là. Donc, il y en a certains que oui, vous pouvez me poser des questions si vous voulez savoir lesquels, là, mais je vais juste lire quelques commentaires. Émilie dit « Pas encore fait de diagnostic, entre autres parce qu'il y a beaucoup de stress pour mon enfant et finalement pas de changement au final dans son quotidien. »
effectivement, des fois, c'est quand même, ça peut être stressant, un processus d'évaluation, même si le thérapeute, l'évaluateur est très gentil, on fait ça sous forme de jeu, mais c'est quand même stressant, c'est quand même un processus. Donc, c'est pour ça que moi, c'est toujours le strict minimum. Je ne vais pas aller faire la grosse batterie au complet. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Je fais le strict minimum pour être capable de faire quand même le tour. Bon, ça, je vais vous en reparler dans la prochaine capsule de qu'est-ce que je fais. Irina, de mon côté, j'aimerais, suite à une évaluation, avoir accès des services de récupération, rééducation, des fonctions exécutives, rééducation de l'attention à l'école. Les mesures sont déjà en place. Donc, services de récupération, ça, on n'a pas besoin de diagnostic pour ça. Rééducation des fonctions cognitives, on va en parler. Ça va faire partie des ressources quand je vais parler de ma capsule intervention. On n'a pas besoin de diagnostic pour ça. On a besoin d'une évaluation, pas d'un diagnostic. Et encore là, il y a des places qui sont capables très bien de le faire en observation parce qu'il y a vraiment une différence là, au niveau scientifique. Là, ils ont trouvé une différence entre les fonctions exécutives dans la vie de tous les jours, là, ce qu'on observe, notre enfant qui a de la misère à s'organiser, notre enfant qui se cherche partout, qui a de la misère à initier ou à s'inhiber, ça fait partie des fonctions exécutives, entre autres. Là. Et nos tâches cognitives qui évaluent ça, oui, ce n'est pas corrélé. Des fois, on n'a pas de problème cognitif, mais on a de la misère au quotidien. Pourquoi? Donc, c'est pour ça que là, moi, je mets un bémol sur l'évaluation. Martine, j'ai fait faire une évaluation de neuropsy et au final, l'orthopédagogue de l'école m'a répondu « Ce n'est pas parce que telle intervention ou telle recommandation est faite au neuropsy privé que ce sera mis en place. » Mais effectivement, on n'a pas l'école, on n'est pas prescriptif. Même le médecin qui recommande l'école n'est pas obligé de mettre en place. C'est eux là, qui ont l'autorité qui décident selon ce qu'ils observent, selon l'interaction, c'est un travail d'équipe entre le parent. Donc, il y en a qui vont le faire. Là. Je ne dis pas que toutes les écoles ne vont pas regarder les évaluations. Au contraire, il y en a qui reprennent ça et travaillent en équipe même avec l'évaluateur au privé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je reviens au niveau des attentes. Donc, recevoir de l'aide. Là, j'ai parlé que ce n'était pas nécessaire d'avoir ça. On était capable, par des bonnes observations, de mettre déjà des choses en place, même des outils d'aide technologique. Et oui, on n'a pas besoin d'une évaluation de troubles d'apprentissage pour avoir des aides à la lecture et à l'écriture. Il y a certains diagnostics que j'apporte un bémol pour les codes de validation, dont les TSA, troubles du spectre autistique, dont troubles de la coordination, troubles d'acquisition de la coordination, entre autres, ou certains troubles plus psychiatriques là aussi. Certains Gilles de la Tourette peuvent amener certaines enveloppes budgétaires. Ensuite, j'apporte un bémol au cégep. Au cégep, à moins que ça ait changé dernièrement, mais on a encore besoin d'un diagnostic pour avoir des adaptations. Donc, rendu à l'âge adulte à ce moment-là. Mais si vous suivez un peu le modèle des 3 cerveaux, vous allez voir, OK, c'est bon, j'ai peut-être une hypothèse, je pense que ça correspond à, mais je vais faire des choses mises en place. Puis si rendu au cégep, c'est encore difficile, là, j'irai chercher mon diagnostic pour avoir les adaptations là-bas. Et le point que je veux amener aussi, peut-être que pour l'instant, ça ne nous touche pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Peut-être pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais aux États-Unis, au niveau des assurances, sont beaucoup en lien au niveau des assurances, puis l'offre de porte de service au niveau public est beaucoup en lien avec les diagnostics. Un petit peu ici au Québec, par exemple, pour avoir certains services publics, ça prend certaines évaluations, parfois certains diagnostic, là, il faudrait que mes collègues en CLSC confirment, mais je sais que nous, on ne pouvait pas référer au CLSC là, parfois s'il n'y avait pas d'évaluation intellectuelle, entre autres. Donc, ça, c'était spécial, même si l'enfant n'avait pas besoin. Ensuite, donc aux États-Unis, vraiment au niveau des assurances, là, pour être remboursé, certains, ça prend un diagnostic. Donc là, ils sont comme forcés d'aller vers le diagnostic. Et dernièrement, j'ai des collègues qui ont dit, ça, c'est quand même à considérer là, pour plus tard, que certaines compagnies ou employeurs regardent le dossier en santé mentale. Dans le fond, au niveau du CV, demandent d'avoir des informations à ce niveau-là. Donc, si votre enfant, ça pourrait porter à préjudice là, si votre enfant
un diagnostic XYZ. Là, c'est sûr que, mettons, plus vieux, il peut y avoir même des diagnostics de troubles de personnalité. Et si l'employeur a accès à ça, est-ce que ça va lui porter préjudice? Puis juste pour ramener plus jeune, des fois, j'ai des clients qui me disent, mais là, je ne veux pas qu'il y ait de diagnostic, il ne pourra pas rentrer dans tel programme de sport-études ou dans telle école privée. Donc, ça cause déjà parfois des préjudices. Toutefois, c'est sûr que ça l'amène, comme je disais, des fois, un soulagement, hein, de savoir, enfin, je sais ce que j'ai. Ça met un mot sur ce qu'on peut avoir. Puis effectivement, on va le voir, c'est quoi un diagnostic? Ça met des mots sur un ensemble de symptômes, effectivement. Et ça peut des fois aussi amener à différents degrés chez l'enfant de « Ah, c'est pas de ma faute, j'ai ça ». Dans le sens que je suis pas nulle, je suis pas. Parce que des fois, il y a des enfants qui pensent qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas capables. Mais là, ça amène une explication. Donc, oui, il peut y avoir certains bienfaits à ce niveau-là. Par contre, moi, j'amène le bémol. Est-ce que si on expliquait, si on pouvait comprendre en dessous qu'est-ce qui crée les symptômes, ça apporterait aussi cette même compréhension-là, ce même soulagement-là, sans amener le. Il y a des études qui démontrent un peu l'effet du préjudice du diagnostic, qu'à moyen long terme, ça peut créer comme une déresponsabilisation, une démotivation. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai un TDAH, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, l'enfant ne se mobilise plus. Donc, il y a comme un effet à double tranchant par rapport à ça. Et oui, un soulagement des fois au niveau parental que ça peut amener. Ah, c'est pas de ma faute, mon enfant, il a ça. C'est pas à cause que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou je suis pas ci, je suis pas ça. Donc, oui, il peut y avoir un soulagement. Et on doit se le dire, effectivement, des fois, il y a certaines écoles qui ne suivent pour différentes raisons, qui attendent le diagnostic avant de mettre des choses en place. Ou que mettons qu'on doit ouvrir une porte de service, comme je disais, des fois d'aller vers une médication que le médecin ne veut pas donner s'il n'y a pas le diagnostic, ou d'aller vers un service public qui ne serait pas ouvert s'il n'y a pas le diagnostic. Donc, il y a certaines circonstances où est-ce que le diagnostic, même si dans l'absolu, il ne serait pas nécessaire, là, mais qu'on va aller vers le diagnostic pour ouvrir des portes de service. Je vais relire certains commentaires. Oups, j'en ai passé une couple. Alors, Caroline, Caroline qui parle, quel impact, quelle attente, qu'elle soit heureuse de savoir intervenir avec elle parce que ce n'était pas toujours facile. Effectivement, puis vous allez voir que le diagnostic, souvent, il est limité dans les sources d'intervention qu'il peut donner. Puis on va voir ça tout de suite après, puis on va l'approfondir dans les prochaines capsules. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Isabelle dit, je me souviens quand j'ai reçu le rapport du neuropsychologue, j'avais plein de questions sans réponse satisfaisante. Bien, moi, je vous dirais, ça dépend, là, dans le sens que moi, quand je faisais juste mon optique médicale, juste évaluation diagnostic, souvent, le parent doit ressentir que, OK, ça ressemble à mon enfant, OK. Mais après ça, là, ça dépend quelle question tu avais, Isabelle, tu sais, dans le pourquoi, comment, qu'est-ce que ça crée. Bien là, effectivement, on est limité là, quand on a une approche médicale. Ben c'est ça parce que c'est ça, puis il y a ça ou ça à faire. Puis au-delà de ça, si ça ne marche pas, ça, ben, je ne sais plus. Donc, on va voir quand on va continuer là-dessus. Pas de ressources dans les écoles, c'est dramatique la situation. C'est vrai que les ressources manquent. C'est pour ça que, oui, c'est important que les enfants aient des ressources dans les écoles, mais moi, je veux vraiment amener le parent à être la solution pour son enfant. On doit reprendre notre part de responsabilité et non, ce n'est pas pour culpabiliser. C'est pas pour ça, c'est vraiment juste pour faire, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que parent? Parce que l'école ne fera pas tout. Là. Il ne faut pas s'attendre que l'école fasse tout. Même au contraire, vous avez plus de pouvoir que l'école pour aider votre enfant. Ma fille a un diagnostic de trouble d'opposition avec provocation, mais beaucoup de ressemblances avec le TDAH. Mais c'est là qu'on va voir aussi que le TDAH,
il est partout, là, dans le sens que souvent, c'est le diagnostic à la base de plein d'affaires parce que les symptômes sont beaucoup semblables à plein d'autres situations. Mais là, justement, je vais continuer à voir vos commentaires, mais je vais faire, parce que je vois le temps qui avance, il me reste encore peut-être 5-10 minutes avec vous. Je vais partager mon écran et je vais vous faire le modèle des 3 cerveaux très rapidement, là, très brièvement, parce que, ben, c'est ça, parce que aussi, puis là, je l'ai mis en lien dans la publication. Si vous voulez aller plus en profondeur après sur le modèle des 3 cerveaux, je vous invite à aller cliquer sur le lien et aller télécharger l'atelier que j'ai donné avec ma collègue Dr. Janie Leblanc, qui est chiropraticienne en neurologie fonctionnelle. C'est ensemble un peu qu'on a formé le modèle des 3 cerveaux. Donc, ça commence avec, on va dire, un iceberg. Hein? Désolée, mon beau dessin là, avec la souris. La pointe de l'iceberg ici, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est à l'extérieur. Tout le monde comprend l'iceberg. Je pense qu'on le voit partout. Donc, ici, ça va représenter, la pointe de l'iceberg représente les symptômes ou on pourrait dire les comportements. C'est-à-dire ce qu'on voit, là. Mon enfant, il est inattentif, il est distrait, il est agité, il est impulsif, il est anxieux, il fait des crises, il s'oppose, il y a des tics. Bon, peu importe le comportement, là, il y a des rigidités. Ça vient dans des symptômes comportementaux. Et c'est avec l'observation de symptômes de comportement qu'on va apposer, qu'on va diagnostiquer dans le fond, qu'on va émettre des diagnostics psychologiques au niveau des critères DSM, là, on va dire la Bible des diagnostics. C'est vraiment à partir de symptômes de comportement. Donc, non, il n'y a pas de test cognitif pour aller évaluer des diagnostics. Je vais mettre un bémol, il y a des profils cognitifs, mais ce n'est pas la même chose. Donc, on va pouvoir en reparler un peu plus la semaine prochaine. Donc, vraiment, encore, parce qu'il y a plein de neuropsychologues qui essaient de pousser l'idée qu'il faut absolument évaluer le fonctionnement cognitif pour diagnostiquer. Non, ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé, on pourrait se faire seulement à partir des symptômes. Est-ce qu'après, c'est pas important de faire le côté cognitif? Bien là, on pourrait en discuter. Il y a plein de raisons pourquoi ça peut être utile ou pourquoi ça ne serait pas nécessairement utile là, selon les circonstances. Ça dépend vraiment de chaque enfant, de chaque situation. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le diagnostic se met à partir de comportements encore aujourd'hui. Donc, on descend un petit peu, mais on reste toujours dans la pointe de l'iceberg. Ici, c'est là que je mettrais le côté cognitif. Donc, c'est quoi quand je parle de cognitif, là, c'est quand on fait justement l'évaluation de l'attention, de la mémoire au niveau verbal, non verbal, la vitesse de traitement de l'information. Souvent, quand on entend parler du QI, le potentiel intellectuel, là, ça, c'est comme l'évaluation de base. Et des fois, on peut aller pousser certaines tâches au niveau des fonctions exécutives, au niveau de la mémoire, l'attention ou d'autres aspects visuo-spatiaux ou visuo-constructifs, par exemple. Donc, ça, c'est dans le fond, c'est les grosses batteries de tests qu'on passe chez le neuropsychologue. Pardon. Ça, c'est l'aspect cognitif. Pourquoi je le mets un peu plus bas? Parce que beaucoup vont dire « Ah, mais là, c'est à cause des difficultés cognitives que j'ai des symptômes. » Effectivement, certaines difficultés cognitives peuvent amener des comportements, des difficultés, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas toujours. Il y a des études qui démontrent que justement, mettons, les fonctions exécutives au niveau cognitif, donc quand je passe mes tests cognitifs, là, mettons d'inhibition, d'être capable de s'arrêter avant de parler, avant d'agir, n'est pas nécessairement corrélé avec mes questionnaires de symptômes au niveau de l'inhibition. Donc, ça peut être questionnant, justement. Donc, on ne peut pas automatiquement les mettre en lien. Et ça, ce que ça va apporter, bien oui, on va connaître les forces, les faiblesses de l'enfant.
au niveau cognitif. Donc, oui, ça peut nous amener certaines indications à comment mieux travailler avec, mais on va parler, je ne pense pas que c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, des interventions. Vous allez voir à chaque niveau, là, parce que là, je vais rentrer dans l'autre, à chaque niveau, il y a des types d'interventions qu'on peut faire. Puis, ça ici, c'est l'approche médicale. Donc, il y a des types d'interventions qu'on va parler. Parce que là, souvent, on s'arrête ici là, en termes d'évaluation. On s'arrête au niveau symptomatologique, diagnostic, cognitif, et on met des types d'interventions qu'on va voir plus de compensation, souvent vers la médication ou souvent vers des accommodations. Donc, on va revenir là-dessus dans 2 semaines. Mais moi, ce que je veux voir, parce que oui, je fais cette portion-là médicale, mais mon but, c'est d'aller voir en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, en dessous de l'eau, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que le modèle des 3 cerveaux arrive. Comme je vous dis, je vais aller très brièvement. Je vous invite à aller voir l'atelier webinaire là, sur les 3 cerveaux de mon enfant, qu'on décrit plus longuement chacun des cerveaux. Et même, il y a dans mon programme d'accompagnement de parents là, qui va, prochaine cohorte à l'automne, il y a une formation juste là-dessus là, pour vraiment décortiquer encore plus en profondeur chacun des éléments. Donc, ici, le premier cerveau. Puis pourquoi je parle de cerveau, c'est que quand il y a un déséquilibre ou un blocage à l'un de ces 3 cerveaux-là, souvent, ça va venir créer des symptômes ou des difficultés cognitives. C'est souvent c'est ça la source quand on parle de source, là. Et c'est quoi ces 3 cerveaux-là? Bien, il y a celui de la tête. Donc, comment mon cerveau que j'ai à l'intérieur de ma tête, là, celui que tout le monde connaît, s'est développé à travers le temps. Est-ce que c'est développé sans, mettons, si on prend l'image d'une autoroute, là, sans problème, la route est belle, ça va bien, ou est-ce qu'il y avait des obstructions, des barrages, et que là, mon cerveau a dû prendre une voie de contournement. Là, ça fait en sorte que mes différentes régions cérébrales communiquent difficilement ou plus difficilement l'une avec l'autre, ce qui amène certains délais, ce qui amène des symptômes. Et là, il y a plein de choses à aller voir, et ça, c'est plus dans l'ordre de ma collègue qui travaille ce côté-là. Donc, ça peut amener de l'inflammation, des réflexes primitifs non intégrés, donc plein de choses à ce niveau-là. Donc, je vais laisser ma collègue élaborer et vous avez plus d'informations au niveau de l'atelier des 3 cerveaux. Le deuxième, c'est le cœur, donc tout le côté affectif. Donc, celui-là, c'est celui que je travaille le plus, souvent dans l'accompagnement parental également. Je montre aux parents comment le travailler, ce côté-là du cœur. Le cœur, c'est l'image pour les émotions, la maturation émotionnelle, la maturation affective. Comment, à travers les âges, l'enfant développer sa gestion émotionnelle, sa relation, son attachement. Bon, il y a plein de choses à aller regarder à ce niveau-là aussi. Et quand il y a des blocages, ça aussi, ça crée des symptômes. Le dernier, on l'image avec le ventre, c'est tout l'aspect du microbiote. Hein, il y a de plus en plus d'études et sérieuses là, qui démontrent l'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire à quel point quand on a un déséquilibre au niveau de notre microbiote intestinal, ça peut être relié à un déséquilibre au niveau neurologique et créer par la même occasion des symptômes. Il y a beaucoup d'études qui sont faites avec les diagnostics de TSA, entre autres, par exemple. Donc, pourquoi j'appelle ça les 3 cerveaux, puis je vais revenir à vos questions pour terminer, c'est que justement, il y a des neurones dans chacun de ces cerveaux-là. Et ils communiquent tous par le système nerveux, le nerf vague. Donc, c'est vraiment en lien tout ça. Hein? C'est quand on dit qu'on est stressé, on a mal au ventre, on a mal à la tête, on a envie d'aller aux toilettes, tout est relié. Et je vais juste terminer en faisant une petite note sur la génétique, parce que là, vous allez me dire, oui, mais tu sais, c'est génétique, là, tout ça, ces diagnostics-là. Oui, effectivement, il y a une grande partie génétique dans le sens que si on a la faiblesse génétique, on va pouvoir développer tel type ou tel type de symptômes. Toutefois, là, c'est là que je n'ai pas fait encore, je ferai un gros cercle autour de ça. Ce cercle-là représente l'environnement. L'environnement, c'est ce qui va venir créer les déséquilibres. Parce qu'on peut se demander, bien là, OK, c'est fait comment ces déséquilibres-là, ces blocages-là aux 3 cerveaux? C'est souvent notre environnement. Puis dans l'environnement, là, c'est beaucoup de choses. Hein. Là, je n'ai pas le temps de tout élaborer, mais l'environnement, ça peut être des facteurs
sur lesquels on n'a pas de contrôle. Par exemple, la façon que je suis née, que mon enfant est né, est-ce qu'il est né par césarienne, par exemple, mais est-ce qu'il a vécu, ça pourrait être un trauma, est-ce que mon enfant a vécu un accident? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler, mais il y a aussi des choses qu'on peut contrôler, qu'on peut optimiser. Donc, par exemple, au niveau du temps d'écran, le sommeil, l'alimentation, l'exercice et surtout la relation parent-enfant. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi je focus là, dans le programme. Et tout ça va faire en sorte que si on optimise l'environnement, on va moins créer de déséquilibre, blocage. Et le lien avec la génétique, encore là, il y a de plus en plus d'études qui parlent d'épigénétique, comment l'environnement peut venir, voyez-le comme un interrupteur, là, peut venir mettre à on, donc activer nos gènes là, qui vont créer des symptômes, ou mettre à off, inhiber, dans le fond, empêcher que le facteur génétique s'exprime. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis ça nous amène à un tout nouveau, autre vision d'intervention. Au lieu de dire, ah, ben c'est génétique, j'ai rien à faire, puis c'est ça, puis j'ai juste de la médication à prendre puis de compenser. Et non, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous et c'est ce qu'on va voir à travers les autres capsules. Donc, génial. Je reviens vers vous. Parfait. Alors, il y a probablement plein de messages là, que je vais aller relire vos messages par après, là, essayer d'aller y répondre. Je vais juste en prendre quelques-uns au hasard. Parfait, pour l'aider. Vers quel âge est-ce qu'on peut observer plus le TDAH? Mais, techniquement, là, c'était avant l'âge de 7 ans. Là, ils ont augmenté. Il faut que les symptômes apparaissent avant l'âge de 10 ans. Mais techniquement, il y en a que même aux États-Unis commencent dès l'âge de 4 ans là, à mettre des diagnostics, à donner de la médication. Mais ce qu'il faut faire attention, puis là, vous allez voir à travers les capsules, il y a une différence entre, puis là, je reviens avec l'image, les symptômes, c'est avec ça qu'on diagnostique. Mais après ça, d'où ça vient. Mais aussi, il y a tout l'aspect de la maturation normale, là, pas normale, mais même s'il n'y a pas de blocage, un enfant jusqu'à entre 5 et 7 ans, c'est normal qu'il ait plus de symptômes là, de type TDAH. Donc, il faut faire attention de ne pas diagnostiquer trop tôt. Moi, personnellement, avant l'âge de 6 ans, je suis très prudente. Même, des fois, je pousse à 8 ans, là, selon le profil de l'enfant, selon le milieu de vie, tout ça. Là. Donc, mais avant 6 ans, c'est rare que je diagnostique. Super, parfait. Alors, je pourrais refaire le tour une prochaine fois de vos questions. N'hésitez pas. J'espère que ça, pour ceux que c'était la première fois qui ont vu le modèle des 3 cerveaux, je serais curieuse en commentaire que vous m'écriviez quelles sont vos réactions par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous dit. N'hésitez pas aussi à aller télécharger, comme je vous dis, pas télécharger, mais aller cliquer sur le lien pour recevoir le webinaire gratuit là, qui donne plus d'explications sur chacune des étapes, chacun des 3 cerveaux que j'ai fait avec ma collègue. Et on se revoit la semaine prochaine. Là, la semaine prochaine, on va vraiment prendre le temps de voir comment se déroule l'évaluation du TDAH. Quelles sont les étapes que moi, je fais avec un client pour en arriver vers, mettons, le diagnostic, si c'est ça que le client veut. Et on va vraiment voir la différence entre... on va revenir sur le modèle des 3 cerveaux, mais je vais ajouter le modèle, l'image de la piscine pour voir la différence entre évaluation de comportement, évaluation cognitive, qu'est-ce que ça nous donne. Donc, on va approfondir ça là-dessus. Et la semaine suivante, on va y aller dans les pistes d'intervention. Donc, soyez là la semaine prochaine, ça va être toujours vers les mêmes heures, là, le mardi dans l'avant-midi. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, de me donner vos feedbacks, observations. Là, ça va me faire plaisir d'aller vous relire. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.